Depuis 4 semaines, on a tout le monde qui dit on est incapable de retenir les leçons de l'histoire. Alors il y en a certains qui disent on a tout essayé, il reste plus que la force ferme et impitoyable. Et d'autres qui disent, en observant cette forme, mais ça ressemble à un génocide, c'est abominable, ça rappelle le ghetto de Varsovie, ça rappelle ci, ça rappelle ça. Et on se rend compte qu'en fait, on a deux acteurs, deux mondes qui ne comprennent pas l'autre, qui n'écoutent pas l'autre, et qui d'ailleurs n'essayent pas de dialoguer le plus souvent parce qu'ils sont complètement animés par des émotions destructrices, souvent qui remontent loin, qui remontent à l'éducation, qui remontent au lavage de cerveau permanent des médias, selon le type de médias qu'on voit. Alors on explique que dans certains cas, ce seraient des imams qui feraient beaucoup de mal, dans d'autres cas, des communautés, des sociétés secrètes, des gens qui ont des tas d'influences pour contrôler le monde. En fait, à la fin, on est perdu, on n'est plus dans les faits, on est juste dans s'exprimer au sein de sa bande, s'exprimer avec une forme de détermination, d'astuce, de marketing, ce qui sera d'ailleurs le cas d'une de mes prochaines capsules où je parlerai du marketing de la peur, du marketing de la douleur. Donc finalement, ça crée un espèce d'énorme bois au sein duquel les gens ne comprennent plus rien, ils n'ont plus accès à des informations fiables sur lesquelles pouvoir se rabattre. On a des personnes à la télé qui expliquent que un bébé mort d'une certaine manière, ça ressemble un peu à un crime contre l'humanité, mais un bébé mort d'une autre manière, en fait, non, c'est pas vraiment ça. Et puis, alors je serais incapable de vous répéter les formules très philosophiques et très belles à entendre qui sont déblatérés, entre guillemets, sur les plateaux télé pour le dire, parce que c'est purement scandaleux. Comme des ex-stars de la chanson qui sont sortis du formol une fois de temps en temps quand il y a ce genre de crise et qui dit on va tous les buter, et puis ça amuse tous les experts en plateau, ouais, on va les buter, mais vous parlez au premier degré? Oui, je parle au premier degré, enfin bon, mais en réalité, tous ces excès sont possibles parce qu'il n'y a pas véritablement de loi pour les excès dans un sens, il n'y en a que dans l'autre sens. Et donc, en fait, finalement, c'est pas mal d'ailleurs, parce que ça évite que trop de coups soient portés dans les deux sens, mais résultat, c'est encore plus infamant quand on a l'impression que les coups partent à sens unique. C'est-à-dire la victimisation sur les plateaux télé et la victimisation sur le terrain, puisqu'on a l'impression que seul un camp, entre guillemets, est victime de l'autre, et tous ceux qui ne se rappellent pas en permanence qu'un des camps est victime de l'autre ont forcément tort. Et évidemment, je veux pas parler de ça, parce que tout le monde en parle beaucoup, et avec des faits historiques, des documents, des choses extrêmement précises, parce qu'il y a des personnes qui ont fait un véritable travail d'historien sur ce qui se passe en Palestine depuis la nuit des temps, sur ce qui se passe depuis à peu près une 150aine d'années, et la naissance du mouvement sioniste, ce qui se passe depuis le milieu, enfin un peu après la Seconde Guerre mondiale, quand une partie du territoire de Palestine a été donnée pour créer un État d'Israël, mais un État dans lequel les Juifs seraient chez eux. Et puis tout ce qui s'est passé après, je vais pas vous rappeler parce que tout le monde sait que les événements qui ont commencé le 7 octobre à 6 heures du matin ont commencé 50 ans après le début de la guerre du Kippour. Donc c'était des dates particulières et d'ailleurs les Égyptiens avaient à maintes reprises prévenu le gouvernement Netanyahou et Netanyahou en permanence, qui après avoir nié a reconnu les faits, que quelque chose était en train de se préparer.
Et je rappelle également à toute fin utile que les Russes ont affirmé qu'ils n'étaient pas au courant, les Chinois en ont fait de même, les Iraniens également, et Nasrallah, donc le leader du Hezbollah, l'a dit et répété. Et il a la réputation d'être quelqu'un qui ne ment pas. Et il faut bien comprendre à quel point c'est important qu'il l'ait dit et répété, parce qu'évidemment, les gens qui sont autour de lui, dans son entourage proche et dans son entourage élargi, si ils savent qu'il était au courant et que devant toutes les personnes qui lui font confiance, il mentait, il perdrait toute crédibilité. Donc il ne peut pas mentir sur quelque chose comme ça. Si il avait eu cette information, d'abord, beaucoup de gens le sauraient, y compris en Israël, en disant mais il le savait. De la même manière qu'il a été très facile aux Égyptiens de contraindre Netanyahou, qui lui avait menti en affirmant qu'il n'était pas averti par les services secrets égyptiens et l'armée égyptienne que quelque chose se préparait à Gaza. Et dans un premier temps, il a menti. Et puis en fait, une fois que la guerre était partie, une fois que toutes les consciences mondiales étaient persuadées que 40 bébés avaient été décapités, même si après, il y a eu des reculades sur le sujet, etc., eh ben la dynamique de la guerre était faite. Il y avait un clivage entre deux camps. Il annonçait que effectivement, il serait temps de discuter de ce qui s'était passé pour comprendre, entre guillemets, le soi-disant échec total des services secrets, le soi-disant échec total des gardiens, entre guillemets, du périmètre de sécurité et du périmètre de contrôle autour de Gaza. Je vous rappelle que c'est un no man's land, puis des murs, puis des barbelés, puis d'autres barbelés, puis un no man's land avec tout type de contrôle électronique, visuel, etc. Et ça, c'est vrai du côté de la terre, et c'est vrai également du côté de la mer, et c'est même vrai au niveau de la frontière avec l'Égypte, puisqu'il faut quand même savoir que depuis le début de l'opération spéciale, y compris la zone égyptienne, a été bombardée à maintes reprises. D'ailleurs, récemment, des ambulances ont été bombardées par les avions de Tsahal et détruites, faisant à nouveau des dizaines de morts à chaque fois, puisque je crois qu'on doit être à 15 000 tonnes ou 20 000 tonnes de bombes, c'est-à-dire c'est plus de tonnes, donc c'est des mégatonnes, hein, c'est plus que l'énergie de la bombe d'Hiroshima. Donc évidemment, c'est pas les mêmes conséquences en termes de nucléaire, mais en termes d'intensité, de force explosive, la bande de Gaza a reçu plus de mégatonnes d'explosifs que Hiroshima ou Nagasaki il y a également 70 ans. Donc c'est quelque chose d'absolument atroce. Il y a des milliers de morts. Alors certains disent qu'il y en a beaucoup moins parce que les autorités du Hamas, mais en l'occurrence le ministère de la Santé, ne dépend pas du Hamas, il dépend du gouvernement de Mahmoud Abbas, et tout ça se fait sous la supervision des personnes de l'ONU qui gèrent les hôpitaux et qui gèrent la comptabilité, et eux disent l'inverse, l'exact inverse. Ils sont incapables, après quelques jours de guerre, entre guillemets, et c'est pas une guerre, c'est un massacre, ils sont incapables de faire une comptabilité précise de ce qui se passe en ce moment à Gaza en termes de morts, en termes de disparus. On remarque que parfois, par miracle, il y a des corps encore vivants qui sont retirés des décombres, et je dis bien des corps, parce que c'est des gens qui souffrent de tout. L'eau n'est plus potable, les réserves d'eau ont été détruites, les usines de fabrication de pain ont été détruites. Véritablement, on a une entreprise de destruction massive de tout ce qui est habitation dans la bande de Gaza. Plus de 200 000 domiciles ont été détruits. Alors, ça ne veut pas dire 200 000 immeubles, mais par exemple, un immeuble qui a 100 domiciles à l'intérieur, c'est 100 domiciles qui sont détruits. Et donc, on est à plus de 200 000 domiciles détruits, et ça avance très très rapidement, puisque chaque nuit, c'est de nouveau des centaines de frappes, parfois sur la même zone, donc à proximité d'hôpitaux, à proximité de mosquées, voire sur des mosquées, à proximité d'églises. Parce que je vous rappelle juste très rapidement que dans Gaza, où semble-t-il ne vit que le mal absolu des animaux humains, etc., eh ben bizarrement, il y a une cohabitation entre des musulmans
et des chrétiens coptes ou même des chrétiens catholiques. Et il y a des gens du monde entier qui viennent de faire de l'humanitaire à Gaza et ils ne souffrent d'aucun problème. Donc il y a des résidents français qui sont à Gaza et qui travaillent à Gaza. Il y a des gens du monde entier, jeunes, moins jeunes, etc., qui vivent là-bas, qui cohabitent là-bas, et ils disent tous la même chose. Et d'ailleurs, ils disent plutôt la même chose que les gens qui ont été rescapés de la rave party et du kibbutz, c'est-à-dire que et des otages libérés, c'est-à-dire qu'en fait les terroristes du Hamas, et je continue à utiliser le mot terroriste puisque ils allaient s'attaquer à des cibles principalement civiles pour prendre des otages et forcément ils allaient tuer sur le chemin puisque chaque personne dans un kibbutz et la plupart des gens en Israël sont en permanence armés. Ils ont reçu tous des formations militaires de longue durée, je crois que c'est 2 ans et demi ou 3 ans de service militaire, donc ils sont prêts à se battre, et dans des kibbutz, il y a des abris militaires, il y a des armes partout, les gens se baladent le plus souvent avec des pistolets, donc il y a une forme de résistance évidemment, mais bon, quand très tôt le matin arrivent quelques dizaines de personnes armées avec des kalachnikovs, et qu'ils ont, enfin clairement ils sont là pour faire des otages, ils sont pas là pour faire ce qui a été décrit de façon extraordinairement mensongère dans la plupart des médias, même s'il y a eu des exactions, mais n'insister que là-dessus pour essayer de faire un espèce d'amalgame sur tout ce qui s'était passé, je trouve ça extrêmement dur, extrêmement exagéré. Et forcément, ça a toujours des conséquences, parce que quand on est dans le mensonge, quand on est dans le travestissement de la vérité, quand on raconte des choses extrêmement abusives, forcément, ça a sur le long terme des conséquences. Alors ça, c'était l'introduction, parce que je pense qu'on est véritablement dans une phase terrible, et il faut à chaque fois le rappeler, où la moitié nord de la bande de Gaza, qui correspond en fait à la ville de Gaza, Gaza City, est entièrement encerclée, blackout complet, plus aucune possibilité d'avoir de l'approvisionnement en quoi que ce soit, donc c'est pas une zone où il y a quelques champs, des vergers, etc., puisqu'il continue à y avoir une production locale, même si elle est évidemment très nettement insuffisante. Il y a également entre une dizaine et certains jours exceptionnellement plus de 40 camions de secours humanitaires qui passent, alors surtout de l'eau, parce qu'en fait il y a un énorme problème d'eau, il n'y a plus d'eau, la plus grande réserve d'eau de Gaza a été détruite par les bombardements israéliens, les rares citernes dans lesquelles il y avait des stocks d'essence et de gasoil ont également été détruits, ce qui fait que les hôpitaux ne peuvent plus faire fonctionner leurs générateurs, c'est une catastrophe, ils n'ont plus d'anesthésiants, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus rien, la situation humanitaire est cataclysmique, à tout moment il peut y avoir un effondrement de tout ce qui tient encore à un fil, mais dans la partie de Gaza City, qui est entièrement encerclée par l'armée israélienne et qui est bombardée par des avions, par des chars, par des soldats qui sont sur le terrain et par des navires de guerre qui bombardent également par des hélicoptères, vous pouvez imaginer l'horreur absolue dans lequel sont enfermés énormément de civils, sans doute un certain nombre de soldats du Hamas qui se battent et qui essayent de communiquer au quotidien leur succès, mais en réalité c'est pas une guerre, c'est même pas véritablement une résistance, on est là dans une boucherie. Véritablement, c'est les corps d'enfants sont hachés menus par les balles, les images sont épouvantables, elles sont insupportables pour un humain, et pourtant elles sont acceptées. C'est-à-dire que nos grandes démocraties, nos grands pays acceptent ces choses-là sans engager le moindre embargo, etc., qui sont parmi les pistes évoquées. Et moi, franchement, je trouve que c'est très alarmant, parce que ça montre à quel niveau on en est réduit d'acceptation de cette forme de cruauté, et puisqu'en fait il y a une confusion sur tout, et surtout quand et j'y reviendrai régulièrement, on a de plus en plus l'information qu'il s'agit d'une
de quelque chose qui pourrait presque être considéré comme un coup d'État de la part du gouvernement de Netanyahou, mais un espèce de coup d'État mondial sur l'âme de tous les peuples du monde. Puisqu'il était en énorme difficulté sur le plan interne, il y avait des manifestations considérables et qui n'arrêtaient pas, puisqu'il était en train d'essayer de faire un hold-up sur pas la constitution israélienne, parce qu'il n'y a pas véritablement de constitution écrite, mais sur le rôle de la Cour suprême, en fait, de la législation suprême, et de son rôle pour pondérer, entre guillemets, entre le président, la Knesset, qui est le parlement israélien, et le Premier ministre, qui est quand même l'homme tout-puissant en Israël, celui qui crée des coalitions de parlementaires de la Knesset pour véritablement contrôler le pays. Et il y avait des acteurs tiers, entre guillemets, non politiques, non élus, qui étaient les juges, avec un système de juges, avec... alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, et en fait, ce que voulait le gouvernement Netanyahou, c'est débrancher, entre guillemets, cette espèce de loquet de sécurité qui pourtant semble si important aux Israéliens. C'est un peu comme quand en France, on détruit petit à petit la liberté de parole. Alors ça, c'était véritablement l'introduction que je voulais faire. Alors je vous rappelle que j'ai créé un Substack, donc une newsletter, pour essayer d'obtenir de votre part un accompagnement financier dans ce projet dans lequel je m'engage totalement. Donc il y aura évidemment 2 fois par semaine des films qui seront sur YouTube. Si ça devenait difficile, il y aura des podcasts qui seront sur d'autres systèmes, donc déjà sur le Substack, mais sur d'autres réseaux. Et de toute façon, pour les vidéos, il y aura toujours les moyens de les mettre sur les différents systèmes de vidéos, voire d'autres solutions qui existent. Il y aura des textes, donc qui sont souvent repris de tweets que j'ai fait et auxquels j'attache de l'importance ou auxquels vous avez attaché de l'importance, puisque parfois j'ai des tweets qui peuvent être qui peuvent accéder à plus de 2 millions de personnes. Bon, en général, c'est plutôt entre 50 000 et 150 000, mais ça veut dire qu'en fait c'est vu, ça veut dire que X devient un vrai média qui est quasiment équivalent à certains journaux, voire même à certaines émissions de télé, et donc je continue à m'engager là-dessus. On va faire d'autres choses, donc avec Substack, vous avez évidemment la possibilité toujours de vous abonner gratuitement. Si vous avez un abonnement gratuit, vous pouvez monter votre abonnement en prenant un abonnement payant, et ça commence à 5 €. Et donc, vous pouvez vous abonner pour 1 mois, comme vous pouvez vous abonner pour 1 an. Et si vous décidez de vous abonner tout de suite pour 1 an, c'est 55 €. Et si vous avez plus de moyens et vous avez vraiment envie de m'encourager, ainsi que toute l'équipe qui est à mes côtés, et ben, vous pouvez donner sensiblement plus, puisque cette possibilité est ouverte. On va commencer à mettre en place également un système Tipeee, on va mettre d'autres systèmes en place, on va organiser des conférences, des ventes de produits, et avant Noël, en fait avant la fin de ce mois-ci, on vous proposera, si vous souhaitez acheter du miel extraordinaire, du miel bio, donc on vous racontera l'histoire, on vous parlera des apiculteurs qui le font, et on essaiera de mettre en lumière en fait des artisans qui, à leur manière, se battent pour un monde meilleur, un monde plus juste, et dans lequel on a une vraie belle relation avec la nature qui nous environne et qui nous donne tout, qui nous donne cette beauté qu'on adore regarder, dans laquelle on aime pouvoir se détendre, et auquel on a finalement de moins en moins, à laquelle on a de moins en moins de droits, parce que quand on voit la souffrance qui se passe ailleurs dans le monde en continu, quand on se balade dans les rues de Paris et quand on voit tellement de personnes qui dorment sous les ponts, qui dorment sur des morceaux de carton, etc., même dans les rues les plus prestigieuses et les quartiers les plus prestigieux, on se dit mais nos hommes politiques nous ont trahis, nos hommes politiques nous ont menti, nos hommes politiques se moquent de nous, et donc il faut que de plus en plus de voix s'élèvent pour le dire. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous raconter véritablement dans cette capsule, et peut-être qu'elle sera un petit peu plus longue que ce que je pensais, c'est, je voulais vous parler de 3 choses que j'ai vécues personnellement.
Donc la première, c'est que de la période 2007 à 2010, j'étais pratiquement à mi-temps en Afrique du Sud, principalement dans la région du Cap. Pourquoi j'étais là-bas ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, je faisais partie de la direction générale du Stade de France. Donc, j'étais un des directeurs généraux, ce qui est une société qui appartient... le stade appartient à l'État, mais il y a une société qui le gère, qui appartient à deux grands groupes du BTP français. Et donc, il y a des représentants de ces groupes. Et après, il y a des personnes qui sont également salariés du Stade de France et qui ont ce titre, entre guillemets, de membre du comité exécutif. Je crois qu'on devait être 5... et avec différentes missions commerciales, développement stratégique et billetterie entre guillemets. Donc on avait vendu une importante mission pour accompagner l'Afrique du Sud dans l'organisation de sa Coupe du Monde de football en 2010. Et il se trouve que c'était moi qui étais en charge de la vente de la mission. Et dans ce cadre-là, on avait également une négociation importante, particulièrement avec la ville du Cap, qui avait construit un nouveau stade extrêmement moderne, qui est absolument sublime, un des plus beaux stades du monde, au cœur de la ville du Cap, pas loin de la montagne de la Table, et un stade qui s'appelle Greenpoint Stadium. Donc, qui est Greenpoint, ça voudrait dire un peu la pointe verte de l'Afrique du Sud. C'est pas le Cap de Bonne-Espérance qui est encore plus au sud, encore plus loin, mais c'était Greenpoint. Et donc grosse négociation avec la province qui était un des propriétaires de ce stade, la ville du Cap, pour les convaincre, non seulement qu'on va pouvoir les aider pour la Coupe du Monde de rugby, mais qu'en plus, on pourrait les aider sur le long terme à gérer le stade. Et dans ce cadre-là, en fait, j'étais amené à rencontrer beaucoup d'acteurs du monde économique, du monde sportif, du monde associatif, politique, de tous les milieux. Et comme c'est ma nature, j'aime bien aller vers les gens et je suis devenu ami avec des propriétaires de clubs de foot. Donc il y avait deux gros clubs de foot à l'époque, un qui s'appelle Ajax Cape Town et qui est lié au club de l'Ajax Amsterdam, puisque c'est entre guillemets une filiale de ce club. Alors avec toujours ce système sud-africain où il faut qu'il y ait un acteur local. Donc le copropriétaire, c'est un monsieur qui s'appelle John Comitis, dont j'étais devenu vraiment un bon ami. On se voyait très régulièrement. Il avait une vie complètement passionnante puisqu'il avait fait fortune pendant l'embargo sur l'Afrique du Sud, puisque c'était un pays assez grand, assez riche, et il y avait des gens comme lui qui avaient pris des modèles anglo-saxons, des modèles américains de chaînes de fast-food et qui les avaient développés en Afrique du Sud et qui, quand la période d'embargo était terminée, ont été rachetés par les grands acteurs du fast-food anglo-saxon et donc ça leur a donné des fortunes puisqu'ils avaient 800, 900, 2000 restaurants et d'un seul coup, les acteurs américains arrivaient et payaient le prix fort pour changer le nom de ces fast-food avec leur marque propre et y faire ce qu'ils font partout dans le monde. Un autre club qui s'appelait Santos FC. Alors John Comitis, comme son nom l'indique, grec, un peu un migrant, donc qui avait fait fortune là-bas, qui roulait toujours en voiture de luxe, très riche, avec sans cesse autour de lui de très très belles femmes. Un autre, donc un club Santos, et là c'était quelqu'un de colored, plutôt d'origine indienne, musulman, club dans lequel il mettait donc petit industriel, pas beaucoup de moyens, et dans lequel lui et toute sa famille s'engageaient pour le maintenir en première division, ce qui était une gageure, puisque le football en Afrique du Sud, c'est le 7e championnat au monde le plus doté financièrement. Donc ça peut vous donner une idée, c'est quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans les pays arabes ou ce qui se passe en Europe, c'est considérable. Donc le foot, les gens là-bas adorent et il y a beaucoup de pays en Afrique qui regardent le championnat d'Afrique du Sud. Alors il y a des clubs très très connus, les Pirates,
qui rappellent un peu des clubs américains équivalents. Et donc qui ont des propriétaires extraordinairement riches, parce qu'il y a beaucoup de gens extraordinairement riches en Afrique du Sud. Et donc, ces gens étaient devenus des amis, puisqu'ils avaient vocation à utiliser le stade aussi. Donc, c'était intéressant de discuter avec eux et de créer un lien pour savoir comment ils allaient utiliser ce stade auquel le Stade de France, indirectement, allait avoir la gestion. Et on avait un partenaire de plus structurant, entre guillemets, c'était une grosse société de marketing sportif qui appartenait à Johan Rupert, qui est une des personnes les plus connues et les plus riches d'Afrique du Sud. Et le directeur général de cette boîte est une star du rugby, et il s'appelle Morné Duplessis. Donc Morné Duplessis, vous regarderez sur Internet, c'est quelqu'un qui a un parcours extraordinaire, puisqu'il était le capitaine de la première équipe d'Afrique du Sud qui a été championne du monde de rugby. Ensuite, en 95, au moment de la Coupe du monde de rugby, très fameuse, avec Nelson Mandela qui a été libéré et qui va remettre entre guillemets la Coupe du Monde. Morné est le directeur de l'équipe d'Afrique du Sud, et d'ailleurs il a un véritable rôle, puisque c'est lui qui a l'idée de faire chanter aux joueurs ce nouvel hymne d'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, il était très ami avec Nelson Mandela, vraiment proche, intimement proche. Et ces deux personnes en Afrique du Sud étaient les deux personnes les plus aimées. Donc ce serait un peu comme en France, à certaines époques, l'abbé Pierre et Zinedine Zidane. Donc l'abbé Pierre est mort, Zinedine Zidane est toujours là. Je ne sais pas où il est dans les classements, mais Morné Duplessis, il est toujours très haut. Et au moment de cette Coupe du monde de football en 2010 en Afrique du Sud, il devient le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde pour la région du Cap, et il a un rôle évidemment global, compte tenu de son charisme et de sa réputation, puisqu'il est par ailleurs président des Laureus Awards, et le Laureus, c'est un club qui réunit, un club extrêmement sélect, puisqu'il réunit par cooptation en fait les plus grands sportifs vivants de l'histoire du sport. Et donc on a aussi bien quelqu'un comme Sergei Boubka que Carl Lewis, en passant par Nadia Comaneci, Morné Duplessis, De Sailly en football. Enfin bref, on en a pas mal, vous regarderez sur Internet, c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez magnifique. Et les Laureus Awards se passent chaque année dans une grande ville du monde. Et il y a des réunions avec des engagements qui sont pris pour les jeunes, pour la société. Mais pourquoi je vous parlais de l'Afrique du Sud? Parce que ces gens-là que j'ai rencontrés, donc qui étaient de familles d'Afrique du Sud comme Morné Duplessis depuis plusieurs siècles, ou sa femme Jenny également, donc très vieille famille d'Afrique du Sud, qui descendait des colons qui avaient installé d'ailleurs des vignes au XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, on a toute la Compagnie des Indes, etc. Il y aurait beaucoup de choses à raconter. On a quelqu'un dont je vous parlais tout à l'heure, comme Ghulam Ali, qui est un color, donc qui lui est arrivé d'Inde et qui est en Afrique du Sud depuis moins de générations, donc qui est arrivé un peu avant l'apartheid. John Comitis, qui lui est également d'une famille qui est arrivée il y a 2-3 générations. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai sympathisé dans les hôtels dans lesquels j'étais, ou dans la vie tous les jours avec des personnes qui habitaient dans les townships. Donc c'est des espèces de bidonvilles gigantesques qui sont en bordure des grandes villes et où vivent les gens qui travaillent pour faire que ce pays est toujours très touristique, très propre, etc., dans des conditions assez difficiles, et pour lesquelles l'État essaie en permanence de trouver des solutions, mais c'est difficile parce qu'en fait, il y a un flux qui rentre de personnes qui ont cette espèce de rêve de l'Afrique du Sud comme un pays
qui est riche, qui est puissant et qui veut bien traiter, entre guillemets, ses habitants, quelle que soit leur couleur. Et en fait, malheureusement, c'est un rêve illusoire parce que le rythme d'arrivée est nettement supérieur au rythme de l'intégration et voire même de l'assimilation, puisque l'Afrique du Sud est un pays où on parle anglais et il y a énormément de Noirs africains qui arrivent et qui sont francophones. Et d'ailleurs, il y a un racisme très fort entre les populations francophones et anglophones. Et quand on parle du niveau de criminalité en Afrique du Sud, tout ce qui est viol, etc., l'essentiel se passe malheureusement dans les townships qui ont leurs petits hôpitaux, leurs petits dispensaires, qui ont leur commissariat de police, etc. Et les choses sont difficiles, même si les gens essaient de s'en sortir, même si c'est propre, même si il y a beaucoup de respect, et ceux qui réussissent à trouver des jobs essayent véritablement de diffuser des belles valeurs d'éducation, de courage, mais parfois c'est difficile. Mais j'essaie de parler avec eux pour comprendre, en fait, pour comprendre ce que c'était que l'ANC, qui est le parti qui avait été créé par Nelson Mandela et qui gagne invariablement les élections depuis Nelson Mandela. Et comment est-ce que ce pays, qui est un pays magnifique, qui a tout, en était arrivé à cette situation d'apartheid. Et donc, tout le monde me dit les choses de façon extrêmement honnête. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, il y avait très peu d'indigènes, entre guillemets. C'était, selon toutes les sources littéraires, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, et en tout cas pour la province du Cap, hein, des gens qui pourraient être comparés aux pygmées, donc des gens un peu colorés, pas très grands, etc. Et ils ont tous été exterminés par les colons, par les navigateurs qui se sont installés là. Il y avait très peu il y avait pas beaucoup de personnes, mais pas de langage, ils se battaient, enfin bref, pas beaucoup d'éléments, en tout cas ils ont tous absolument disparu. Un peu comme ça a failli arriver avec les aborigènes, par exemple, en Australie. Donc, plus de traces. Dans la partie de Jobourg, gros plateau, grosse altitude, un peu de nomades, etc. Mais il n'y avait pas une forte densité de population. Il faut imaginer que l'Afrique du Sud a des latitudes basses, donc ce ne sont pas a priori des populations noires qui vivent en Afrique du Sud. Mais cette terre regorge de tout. Elle regorge d'or, elle regorge de diamants, elle regorge de métaux, elle regorge de charbon. Donc c'est un pays extrêmement riche, et c'est d'ailleurs un des pays qui a réussi le mieux à développer de gaz par fracturation dans des mines de charbon. Parce qu'ils ont tellement de mines de charbon qu'en fait ils réussissent à le convertir sur place en gaz qu'ils vendent. Et par ailleurs, depuis peu, ils ont trouvé également du pétrole. Donc du pétrole au large de la côte. C'est juste pour vous situer, c'est quand même le pays où il y a des grands requins blancs, où les baleines viennent pour se reproduire. Donc ça vous donne une idée de la fraîcheur de l'eau, et quand vous regardez les images du Cap de Bonne-Espérance, vous verrez, il y a plein de pingouins, il y a des orques épaulards, etc. Moi, pendant les 3 ans que j'ai passé là-bas, j'ai vu tout ça. Donc j'ai vu des requins, j'ai vu des baleines, j'ai vu des pingouins, etc. Et j'ai vu des vignes qui avaient été plantées il y a 300 ans par des viticulteurs français, et qui donnent dans des régions, par exemple, de Stellenbosch, des vins incroyables. Mais maintenant, tout ça s'est diffusé un peu partout, en tout cas dans la province du Cap, mais pas que. Et l'Afrique du Sud est un des producteurs les plus intéressants en termes de gaz, donc de vin. Donc c'était un pays qui avait réussi à avoir des standards élevés dans beaucoup de domaines, et c'était aussi le pays surtout du rugby, moins du foot. Puisqu'en fait le rugby c'est un sport qui concernait surtout les personnes blanches en Afrique du Sud, et le foot c'était plutôt concernait les personnes pauvres, mais avec cette espèce d'industrie très grande, industrie minière, et puis ils construisaient aussi des automobiles dans le cadre du Commonwealth. Il y a eu un besoin très important de main d'œuvre. Et donc, il y a eu des flux incroyables de main-d'œuvre. Donc, ça pourrait presque ressembler à ce qui arrive aujourd'hui dans la région du Mexique, avec les flux de dizaines de milliers de migrants. Donc, alors que une grande partie de l'Afrique était très pauvre, l'Afrique du Sud avait un espèce de boom économique très très fort.
Mais ce boom économique était si fort qu'assez vite, on a eu un espèce de grand changement démographique. C'est-à-dire que les Blancs, qui, entre guillemets, avaient construit ce pays et sa richesse, entre guillemets, se sont retrouvés en minorité. Mais ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent, ils possédaient les terres, ils possédaient les entreprises, les banques, les assurances, etc. Et les Africains étaient pauvres, mal payés, avec des conditions de vie qui étaient terribles. Et c'est comme ça se passe à chaque fois, en fait, il y a ce rêve tout à fait normal et cette aspiration à l'ascenseur social et qui était compliqué parce qu'en fait, les Sud-Africains avaient peur d'être dépassés par le nombre. Et donc, il y a eu cette ségrégation qui a eu comme nom l'apartheid. Mais cet apartheid a choqué le monde et c'est tout à fait normal. À tel point qu'il y a eu un espèce d'embargo complet, une pression sociale énorme sur l'Afrique du Sud qui ne voulait pas céder. Parce qu'en fait, eux disaient, mais vous savez, et ce sera un peu la transition sur ce que va être la seconde partie, imaginez que vous avez un appartement et que vos enfants sont partis, vous êtes seul et puis vous avez une cuisinière, un majordome, un chauffeur, etc. qui viennent chez vous et puis à un moment ils ont la majorité, vous leur avez donné plein de choses parce que vous étiez très heureux de leur service et puis à un moment ils veulent plus et puis finalement ils veulent prendre votre appartement et puis ils vous demandent de partir parce qu'ils font des enfants, ils font des machins et vous n'êtes plus chez vous, là où étaient chez vous. Et alors que vous les traitiez plutôt bien, mais vous leur demandiez de dormir dans les chambres de service, vous leur demandiez de manger à d'autres heures que avec vous, pas forcément les mêmes méfaits que les vôtres, etc. Et voilà, mais ça arrive tous les jours dans le monde entier. Et entre guillemets, c'est pas parfait, mais les gens trouvent ça normal. Hein. C'est-à-dire que le même moment à Paris, il y a des gens qui vont manger des choses très mauvaises, de mauvaise qualité, des produits transformés dans un fast-food, et d'autres vont être dans un grand restaurant 3 étoiles dans lequel l'addition sera plus chère que le salaire total d'une année de travail de la famille qui va dans le McDo et considère que c'est une fête. Mais tout le monde trouve ça normal. Mais bon, évidemment, en Afrique du Sud, ça avait pris une tournure qui était devenue terrible parce que les gens n'avaient pas le droit de s'asseoir sur les bancs, ils n'avaient pas le droit, et donc il y a eu des protestations. Mais on a eu la même chose aux États-Unis. On a eu la même chose partout dans le monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, à un moment, il y a des gens qui n'ont rien et qui disent la révolution, etc. Donc l'Afrique du Sud s'est retrouvée confrontée à ça tardivement. Et ça a commencé à être des espèces de bains de sang. Donc la police parlait de terrorisme en parlant des mouvements noirs qui essaient de se libérer, entre guillemets, de cet apartheid. Et les mouvements noirs, évidemment, parlaient de résistance. Et on a, entre guillemets, la même chose partout. Et on a eu une sagesse incroyable. Il y a eu 2 personnes. Un qui s'appelle Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison sur une île qui s'appelle Robben Island. Et moi, je suis allé visiter cette île et c'est vraiment un endroit qui est chargé d'immensément d'émotions. Et malheureusement, j'aurais dû croiser plusieurs fois Nelson Mandela et ça s'est jamais fait. Mais toutes les personnes que je connais qui l'ont connu intimement disent c'est quelqu'un qui rayonnait d'un charisme et d'une gentillesse qui était vraiment sublime. Et quelqu'un qui s'appelait De Klerk et qui était le président. Et les deux ont eu la sagesse, d'une part, de dire on ne peut pas continuer dans cette direction parce qu'en réalité c'est invivable pour tout le monde. C'est invivable pour les Noirs et les Coloreds et c'est invivable pour les Blancs. On est dans un état de guerre, de stress permanent, de destruction permanente et ça nuit également à l'image de ce qu'est l'Afrique du Sud. On doit pouvoir ensemble, puisque ce pays nous donne tellement de bienfaits, de beauté et c'est un pays immense, etc. On doit réussir. Et donc, ils ont décidé de faire un espèce de quelque chose qui s'appelait, alors je sais plus le nom exact, mais comme un grand pardon. Et donc, les Noirs acceptaient de pardonner aux policiers, aux services secrets blancs, toutes les exactions, les fichages, les violences, les brimades, etc. Et réciproquement, les Blancs
acceptaient de pardonner les crimes, les meurtres, les attentats, etc. Mais surtout, ils acceptaient de donner une part du gâteau aux Africains noirs et aux colords qui étaient installés en Afrique du Sud. Et l'idée, c'était de répartir la richesse, mais également de répartir l'accès au pouvoir important avec ce qu'on appelle le Black Empowerment. Donc l'idée, c'était une espèce de discrimination positive. Donc vous êtes défavorisé et la vie vous a défavorisé, mais vous avez une ambition dans une entreprise. Jusqu'à présent, parce que vous étiez noir, que vous habitiez dans un township, vous étiez défavorisé, maintenant vous allez être favorisé. C'est-à-dire que les boîtes vont devoir s'engager à recruter un minimum de personnes qui ont ce profil qui s'appelle previously disadvantaged, donc les personnes qui étaient désavantagées dans le passé. Et c'était vrai aussi dans le capital. Et ça s'imposait aux entreprises parce que si elles respectaient pas les quotas, elles allaient devoir payer des amendes très fortes et surtout elles n'auraient pas le droit de travailler avec l'État, elles auraient des impôts plus forts et il y aurait une discrimination négative pour les entreprises qui n'acceptaient pas de travailler dans ces conditions-là. Évidemment, comme ça se passe à chaque fois, il y a eu énormément d'abus. C'est-à-dire que les parts d'actions qui devaient être données, ça pourrait rappeler un peu ce qui s'est passé en Russie dans les années Yeltsin. Il y a des espèces de mafias qui ont réussi à prendre la plupart du gâteau et à devenir extrêmement riches extrêmement rapidement, alors que l'essentiel des Africains restait pauvres, puisqu'il y avait toujours des townships considérables, et quelle que soit la région. Bien que maintenant, par exemple, le célèbre township de Soweto, c'est devenu un des quartiers les plus à la mode de Johannesburg. Mais bon, la ville s'est considérablement étendue en nombre d'habitants et il y a des townships un peu plus loin. Ce que j'essaie de dire, c'est que ils ont essayé cette solution. Mais il y a eu un espèce d'excès inverse et qu'ils ont tous vécu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui faisaient partie de ces previously disadvantaged, après, au lieu de choisir pour leur pays le meilleur pour le meilleur poste et les meilleurs ministres pour s'engager pour eux, etc., ils ont décidé invariablement de voter pour le représentant de l'ANC. Alors, une comparaison, ça pourrait très bien être, quand vous êtes le président du Parti communiste chinois, vous deveniez le président de la Chine. C'était pareil en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le candidat désigné par l'ANC devenait le président de l'Afrique du Sud. Mais sauf que ils n'avaient pas tous le profil de Nelson Mandela et des compagnons de route de Nelson Mandela. Et jusqu'à la période de 2010, en fait, les personnes qui ont été élues avaient cette espèce de profil humaniste et ils avaient compris ce qui s'était passé et ils avaient compris ce qui ne devait pas être répété. Mais dès que vous changez ça et que vous avez une nouvelle génération de personnes qui ne comprennent pas et qui n'ont pas retenu les leçons du passé, on s'est retrouvé en particulier avec le président Zuma, qui était un président de Zulu, entre guillemets. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que faites des recherches, qui était 2 fois président, mais il a ouvert, entre guillemets, une espèce de nouvelle boîte de Pandore en allant très loin dans la discrimination. Et si loin qu'il a commencé à y avoir beaucoup d'assassinats de fermiers blancs qui étaient isolés. Et donc il y a une forme de colonisation par les Noirs qui arrivaient en bande armée et qui tuaient des familles entières et qui s'attribuaient leurs biens. Et petit à petit, en fait, tout ça, ça paraissait normal. Alors, dans un genre différent, on pourrait imaginer ce qui se passe aux États-Unis, où maintenant, si vous êtes Black Lives Matter, pour simplifier, on considère plus comme un crime de voler dans un magasin jusqu'à 900 $. Et donc, on voit passer des images de grande violence, de gens qui s'introduisent dans des magasins, qui les cambriolent, mais en bande, par dizaines ou par centaines, et ce qui fait qu'il y a énormément de chaînes de grande distribution qui décident de quitter certaines villes ou certains centres-villes où la police ne fait plus le travail. D'ailleurs, elle ne peut plus faire le travail. Et donc, il y a eu toutes ces exactions. Donc, il y a eu une immigration considérable vers
les États-Unis ou vers différents pays du monde, hein, vers l'Argentine, vers l'Australie, de beaucoup de jeunes à fort potentiel, vers l'Europe aussi, ou plutôt vers l'Angleterre, hein, évidemment des pays anglo-saxons, qui ont quitté l'Afrique du Sud parce qu'en fait leur sécurité n'était plus garantie. Et donc après cette espèce de fenêtre d'apaisement, alors que la Coupe du Monde venait d'avoir lieu et que le monde entier se disait mais c'est un magnifique pays pour le tourisme, etc. Et ben les excès politiques et le fait d'avoir mis en place à la tête du pays des gens qui n'avaient peut-être pas la même conscience humaniste, le même regard sur quel est l'intérêt supérieur du pays et qui avaient peut-être un côté un peu revanchard et qui continuaient à être animés par ça, ont un peu détruit entre guillemets ce qu'avaient pu apporter leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, on a un pouvoir en Afrique du Sud qui semble revenir vers sur un terrain beaucoup plus apaisant entre guillemets, mais entre-temps il y a eu énormément d'immigration, énormément de townships qui ont continué à grandir, etc. Mais l'Afrique du Sud est en train de changer de partenaire. Elle ne regarde plus de la même manière l'Angleterre, les États-Unis, disons le monde occidental. Elle parle beaucoup plus avec la Russie et avec la Chine. On a vu d'ailleurs que c'est en Afrique du Sud que s'est passé le sommet des BRICS avec l'élargissement des BRICS, puisque l'Afrique du Sud est un des fondateurs des BRICS. Hein, le S de BRICS, c'est pour South Africa. Et donc, moi, j'ai vraiment un bon espoir pour ce pays que j'aime, dans lequel vivent des gens qui sont quasiment ma famille, puisque les personnes dont je vous ai parlé sont des amis. J'étais invité à tous les mariages des enfants de Mornay et du Plessis. Là, pour la victoire de l'Afrique du Sud, on a eu un clin d'œil ensemble. Bon, bah, les aléas de la vie font que sa femme est morte, et ça a été aussi une expérience très douloureuse pour lui et pour tous les gens qui adoraient Jenny, donc sa femme. Voilà. Le deuxième point dont je voulais parler et que j'ai évoqué très rapidement, c'est le film Parasite. Donc, il y a un film qui a eu les Oscars d'Hollywood. Et qu'est-ce que c'est le film Parasite ? C'est une famille, alors pour simplifier, hein, qui vit au milieu des cafards, qui est très pauvre, etc., qui est rejetée, mais c'est des gens qui sont malins, qui sont intelligents, qui ont du potentiel, mais le hasard de la vie fait qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. Et un jour, un ami d'un des enfants peut pas donner un cours de classe, hein, à la fille de personnes chez qui il travaille pour donner des cours, et il veut pas perdre entre guillemets cette possibilité, donc il propose à cet ami de le remplacer. Sauf que l'ami en question a pas les bons diplômes, il a pas la bonne formation, il a pas les beaux vêtements, etc. Mais il se dit c'est vraiment une chance à saisir, donc il fabrique un faux diplôme, etc. Et il réussit à rentrer dans cette famille. Et alors là, c'est vraiment quelque chose de pas possible, parce qu'en fait, il va donc trahir cet ami pour prendre sa place, mais il va œuvrer pour que toute sa famille puisse le rejoindre. Et c'est là que vient le nom Parasite, hein. Vous chercherez dans un dictionnaire, mais Parasite, c'est vraiment quelqu'un qui arrive chez un hôte qui ne le souhaite pas et qui va prendre toute la place. Et donc, petit à petit, de façon horrible, ils vont sortir de la maison les personnes qui y étaient. Donc ce prof de cours, une gouvernante qui s'occupe des enfants, le chauffeur de la grosse Mercedes, la cuisinière, etc. Et donc toute cette famille arrive. Mais il se trouve que dans la maison, la cuisinière avait son mari qui vivait caché dans la cave. Alors, il y a toute une histoire sur les mauvaises odeurs, etc. Enfin, je vais pas vous faire le portrait sociologique, mais en réalité, ces personnes arrivent dans cette maison par le mensonge, par la trahison, par l'habileté, et ils en éloignent les personnes qui étaient là avant elles, mais sans essayer trop d'abuser, même si on comprend qu'il y avait quelqu'un qui était là de façon frauduleuse dans la cave, mais dans des conditions de vie absolument abominables. Et mais à tel point qu'après, ils veulent même prendre la place des propriétaires de la maison.
qui ont beau avoir une forme d'autorité, eh ben voilà. Et tout finit comment? Comme toujours, en fait, quand quelque chose naît sur le mensonge, sur l'arnaque, sur la trahison, sur également de la violence, parce qu'il y a de la violence, eh ben ça finit dans un chaos total. Et donc je ne vais pas vous dire trop la dernière scène, la fin du film, mais vraiment c'est toujours la même chose. Donc en Afrique du Sud, l'apaisement et la sagesse, ça permet de résoudre des problèmes, mais si on redonne à un moment ou à un autre un pouvoir à des gens qui sont beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus revanchards, etc., c'est la catastrophe. Donc il faut sans cesse s'intéresser aux personnes auxquelles on fait confiance. Dans le film Parasite, dès la première minute, on sent qu'ils vont être sans foi ni loi, et ils vont être sans foi ni loi. Et le dernier exemple, parce qu'en fait, finalement, la boucle est bouclée, c'est un peu cette notion de partenariat public-privé. Donc, dans un pays comme la France, on sait, et on le vit tous au quotidien, il y avait ce qu'on appelle les services publics. Il y avait le service public de l'électricité avec Électricité de France. Le fait que ce soit un service public, ça ne voulait pas dire que c'était gratuit. Il y avait le service public de l'éducation. Il y avait le service public du gaz, le service public des postes, le service public des chemins de fer, l'eau, les autoroutes, donc des routes à péage, etc. Il y avait toute une panoplie de choses, les télécoms, que l'État prenait en main et qu'elle garantissait. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire dans un pays que finalement de ne plus avoir accès à l'eau, de ne plus avoir accès à l'électricité, etc. Alors qu'évidemment, c'est des choses qui sont indispensables à la vie quotidienne. Et donc, l'État prenait en charge ces services-là. Et au fur et à mesure, des grandes boîtes, et ça concerne également évidemment les retraites, la gestion du chômage, etc. Les grandes boîtes se sont intéressées, des boîtes françaises ou étrangères, à la manne que représente, entre guillemets, la prise en main de ces services publics, la gestion de ces services publics, en disant aux États, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre rôle, on va le faire, on va avoir un cahier des charges et on va gérer ça au mieux. Donc on va gérer l'eau au mieux, on va gérer l'électricité bien mieux. Et puis avec les normes européennes, cette espèce d'Europe qui nous veut du bien, mais qui en fait est une catastrophe, on va même libéraliser l'électricité. Ça veut dire qu'en fait EDF va devoir vendre son électricité à un prix garanti à des boîtes qui éventuellement vont revendre à EDF, parce qu'ils n'ont pas assez de clients, l'électricité plus chère qu'EDF leur a vendue. Et donc, ils ne gagnent de l'argent qu'en émettant des factures. Vous imaginez, ils n'ont pas produit, à part des factures à EDF pour leur revendre de l'électricité qu'ils ont achetée à bas prix. Ça, c'est l'Europe, ça crée des milliardaires parce qu'ils sont capables de gagner un appel d'offres, frelaté ou pas, à la limite, peu important, parce que de toute façon, il y a forcément des gens qui en profitent, et qui ne sont que des fabricants de factures. Alors, je suis évidemment caricatural, mais vous allez voir où je veux en venir. Et comment l'État peut rentrer dans une telle gabegie? Comment l'État peut autant sanctionner les citoyens et créer des riches de plus en plus riches? Eh bien, c'est extrêmement simple. L'État sait faire des erreurs qui lui coûtent des milliards. Typiquement, dans le domaine médical, les personnes à l'échelle de la France qui négocient les médicaments, ou qui négocient les pacemakers, défibrillateurs, qui vont être installés aux personnes cardiaques, ou tous les médicaments, entre guillemets, qui sont remboursés ou pas, donc négocient avec les grands industriels du médicament. Donc on entend beaucoup parler de Pfizer, Moderna, mais il y a SmithKline, Sanofi, enfin bref, Aventis, il y en a plein. Ils changent de nom au fur et à mesure, des fusions, Bayer, les boîtes suisses, Sandoz, enfin bref. Il y en a plein, c'est des boîtes gigantesques qui souvent gagnent l'essentiel de leur argent avec quelques molécules
Mais ils font beaucoup d'argent avec le reste et ça leur permet d'avoir cette taille considérable et ces équipes de recherche et développement. Mais donc l'État a très peu de personnes pour négocier des milliards. Et souvent, c'est des gens qui approchent de la retraite, donc qui aiment bien encore plus que quand ils étaient plus jeunes, les grands restaurants, les grands hôtels, les grands colloques, les grands... Voilà. Je ne vais pas parler de conflit d'intérêts. On sait très bien, on en a tellement entendu parler avec les médecins et les experts de plateau à la télé que ça ne sert à rien d'en rajouter une couche. Sachez que ça existe, il y a des conflits d'intérêts, mais qui ne sont pas forcément en temps réel, qui peuvent être des conflits d'intérêts à terme. On voit bien, par exemple, que dans un gouvernement, parfois, on a un conseiller économique qui travaille sur certains dossiers, et puis quelques mois ou quelques années après quitte et est recruté par un des acteurs qui a le plus bénéficié des dossiers en question. Donc évidemment, au moment où il a travaillé, il n'était pas en conflit d'intérêts, mais après, est-ce qu'il avait négocié son départ? Est-ce que on ne sait pas. Mais ça arrive régulièrement. De même, des allers-retours entre le ministère de l'économie et des grandes banques, etc. Donc des systèmes de pantouflage ou d'essuie-glace qui sont extrêmement malsains. Mais c'est pas de ça dont je veux parler particulièrement, c'est d'autres choses. Donc moi, j'ai vécu des très très longues négociations. Et quand je dis très longues négociations, c'est des contrats où après 6 mois, on est juste d'accord sur une partie des annexes. C'est des contrats qui deviennent énormes. Et ce qu'on appelle les material terms, c'est-à-dire les choses les plus importantes du contrat. Et après, il va falloir encore du temps pour les détails, mais il y a un contrat qui est ce qu'on appelle binding, c'est-à-dire qui lie les parties. Donc, sur tout ce qui est le plus important et sur énormément d'annexes, ce qui fait que ce qui va se passer dans la fin de la négociation à la marge, et en général, quand la première partie du contrat, après quelques mois, est signée, on annonce le vainqueur définitif, et après, c'est des petites négociations. Mais avant d'être dans la négociation finale, il y a des appels d'offres avec des normes européennes, des normes françaises, combien de candidats doivent être présents, quels sont les critères d'évaluation, quel est le cahier des charges évidemment de l'appel d'offres, et différentes boîtes arrivent, donc elles ont du personnel de la boîte en général, elles ont des cabinets de conseil qui les accompagnent, des cabinets d'expertise fiscale et des cabinets d'avocats, puisqu'il va falloir rédiger, et donc chaque partie en a. Et évidemment, l'État est censé avoir la même chose. Sauf que l'État a pris l'habitude, même à l'époque du président Macron qui consomme, on a vu des centaines de millions de frais de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil, de cabinets d'études, de sondages, de services informatiques, etc. Jamais aucun gouvernement dans l'histoire de la France n'a dépensé autant d'argent aussi vite. Alors, il y a l'épisode du Covid, mais il explique pas tout. Au contraire, il explique rien, puisqu'on connaît la gabegie de l'argent qui a été dépensé. Mais bref, l'État, dans ce genre de négociation, étonnamment, il n'est pas capable de dépenser de l'argent de la même manière. Donc l'État peut dépenser de l'argent pour les gens qui lui disent sa stratégie, qui lui conseillent d'acheter follement des médicaments d'une certaine manière et de laisser Van der Leyen les négocier par SMS et puis finalement c'est confidentiel, et quand on a véritablement compris que ça servait à rien, elle en achète encore pour plusieurs milliards qui seront payés en tout ou partie. En fait, personne ne sait rien, c'est comme une énorme boîte noire alors que plus personne n'en veut. Mais en réalité, ils savent que plus personne n'en voudra de ces médicaments, mais ils continuent à les proposer parce que c'est une manière de continuer à dire, vous voyez, tous les complotistes qui disent que c'était pas bien, ils ont tort, parce qu'on continue à aller de l'avant avec les vaccins, et c'est très bien. Donc évidemment, les gens, une très grande partie, sont pas tombés dans le panneau une 5e ou une 6e fois. Il y en a qui le font, hein, qui obéissent aveuglément, mais il y en a quand même qui commencent à avoir un peu de retenue par rapport à cette folie, parce qu'il y a des informations qui remontent du monde entier et qui sont relativement claires. Mais pour revenir, dans ces grosses négociations, en général, l'État, elle prévoit un petit budget pour ses avocats, un petit budget pour ses consultants. Et souvent, les avocats et les consultants qui bossent pour l'État rêvent de bosser plus régulièrement avec les gros cabinets, parce qu'ils ont l'habitude de payer beaucoup plus, d'être beaucoup plus généreux et beaucoup plus souvent généreux.
Parce qu'en réalité, un ministère ou une communauté de communes ou une grande ville ou autre, bah, ce genre de contrat où elle a traité avec un acteur public, elle en fait pas énormément. Alors que les grands groupes, ils en font tout le temps. Donc, une fois qu'on est bien avec un grand groupe, on peut espérer le faire souvent. Donc, on a déjà un risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire l'envie de passer d'un crémier à l'autre. Mais surtout, d'être très mal payé. Parce que il faut savoir que les erreurs, en fait, quand elles coûtent à l'État des milliards, comme le très mauvais contrat, par exemple, pour les autoroutes. C'est unanime, tout le monde dit que c'est des très mauvais contrats, ou les contrats pour la construction du palais de justice, ou les contrats pour des grandes constructions, des voies ferrées ou autres, c'est en général complètement délirant. C'est-à-dire que l'État français paye plusieurs fois plus que devrait payer n'importe quel État normal si c'était bien négocié, et non seulement bien négocié, mais que c'était respecté. Parce que combien de contrats, il y a un prix qui est annoncé à la signature et au niveau du paiement, c'est 50%, 2, 3 fois plus cher. Donc c'est complètement scandaleux. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez des experts dans la signature de tels contrats et en face, vous avez des gens qui ne le font qu'une fois. D'un côté, vous avez des gens pour lesquels investir 1 ou 2 millions de plus pour avoir les meilleurs avocats, les meilleurs consultants et qui vont vraiment être capables quasiment de bosser jour et nuit pour avoir un bonus. Et puis qui de temps en temps, parce que dans un contrat très long, c'est comme un marathon, vont glisser des clauses qui vont passer inaperçues à la partie d'en face et puis qui vont les mettre un peu partout. Alors si je devais faire une comparaison, je dirais la loi de programmation militaire, eh ben le gouvernement Macron a glissé dans des articles des petites choses qui sont passées inaperçues et personne ne les a vues. Et les gens ont voté et après ils se sont rendus compte qu'il y avait ces clauses qui étaient glissées. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe dans ces contrats du privé avec le public ou du public avec le privé. Les acteurs privés, pour gagner des milliards en plus, investissent des millions. Alors, parfois, en face, il y a des avocats et des consultants qui sont honnêtes et qui réussissent à freiner. Et donc, c'est pas des milliards, mais c'est des centaines de millions ou des dizaines de millions qui sont gagnés. Mais de toute façon, ce sera rentable pour l'acteur privé qui, en général, quand il signe un contrat avec l'État, ne prend aucun risque. Donc, il ne peut pas perdre d'argent par construction. Mais si l'État a mal négocié, il peut gagner des milliards. Ce qui fait qu'en fait, les concessionnaires des sociétés d'autoroutes non seulement gagnent beaucoup par l'autoroute naturelle, mais ils gagnent encore plus par les travaux publics qu'ils font dans l'autoroute. Parce que le propriétaire de l'autoroute est responsable des gros travaux de l'autoroute. Et donc souvent, vous avez l'impression qu'en fait, il y a une dégradation de l'autoroute et qu'il laisse faire sans trop réparer. Parce que quand les dégâts sont petits, c'est le concessionnaire qui doit les prendre pour lui. Et donc le concessionnaire a intérêt à laisser perdurer des petits dégâts pour qu'ils soient suffisamment gros pour que ce soit aux frais de l'État. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations complètement absurdes où l'État paye et repaye sur ce qu'il doit payer. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples parce que c'est un sujet que je connais extrêmement bien. Et comme beaucoup de sujets, donc parfois on me reproche de pouvoir parler de beaucoup de sujets, mais c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai été dans une concession, puisque le Stade de France c'est une concession, et qui répond à l'exact même modèle. Mais les gens sont plus familiers avec le modèle des autoroutes, donc évidemment je parle de ce que vous vivez tous au quotidien, où vous demandez pourquoi pour faire 200 km sur une autoroute qui a été financée par les impôts des Français, puisque nous sommes propriétaires des autoroutes, pourquoi le concessionnaire, donc celui qui est censé rendre les autoroutes propres, sûres, mettre des panneaux, de la signalisation, mais surtout faire payer les gens au guichet, et dont il garde l'essentiel de l'argent, pourquoi est-ce que il y a une telle gabegie et ce sont parmi les boîtes les plus rentables? C'est-à-dire que les sociétés d'autoroutes sont plus rentables que les sociétés de luxe. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est pareil avec les sociétés de parking. Et c'est pareil à chaque fois avec les sociétés qui prennent des droits aux villes. Et c'est en train d'être exactement pareil pour les amendes qui sont payées. Vous savez, ces sociétés qui se baladent avec des voitures, etc. Donc au début, en fait, dans la négociation, eh ben, elles expliquent qu'elles vont avoir plein de personnes dans les rues, mais que la technologie pourra avancer. L'État se doute de rien. Et puis finalement, il n'y a plus d'employés qui se baladent dans les rues, il n'y a plus personne, il n'y a plus que des voitures. Et ben pour les sociétés d'autoroutes, vous avez remarqué, il n'y a plus personne.
C'est-à-dire au moment de la négociation, il y avait des centaines de personnes qui faisaient les 3-8 et vous aviez quelqu'un qui prenait votre argent, qui prenait votre carte, qui vous donnait une petite facture, qui éventuellement vous faisait un sourire ou la gueule. Ça n'existe plus. Maintenant, vous avez des robots et de temps en temps, si vous avez un problème, bah vous avez quelqu'un qui court du siège et qui essaie de venir. Enfin bref. Donc il n'y a plus de personnes, pour ainsi dire. Il n'y a plus que des machines pour traiter ces problèmes, mais dans la manière avec laquelle ça a été budgété, c'était complètement différent. Et bientôt, il y aura même plus quoi que ce soit, puisqu'en fait, vous aurez une petite puce, vous aurez quelques antennes par-ci par-là, et il y aura même plus de guichet, il y aura même plus rien, mais les prix augmenteront. C'est-à-dire que moins ils auront de coûts, plus ils prendront de l'argent, parce que vous remarquez qu'en fait, il y a de moins en moins de coûts, puisque tout est automatisé, tout est beaucoup plus simple, mais les prix augmentent. Pourquoi les prix augmentent? Parce que les prestataires de travaux, qui sont les mêmes sociétés que celles qui possèdent les autoroutes, qui sont des filiales des mêmes groupes, chargent de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand il y a un appel d'offres qui est fait pour refaire un tronçon d'autoroute, d'une autoroute qui appartient à telle société du tour, eh ben, il va faire un appel d'offres dans lequel il va créer des conditions dans son cahier des charges auxquelles ne peut répondre que la filiale du même groupe. Et donc, toutes les boîtes étrangères qui seraient très intéressées par rentrer sur le marché français et par proposer des prix 2-3 fois inférieurs ne peuvent pas parce qu'elles ne répondent pas aux bons critères. Elles n'ont pas les normes ISO spécialisées pour les autoroutes qui n'ont été données que très récemment uniquement aux sociétés de construction françaises et où il faut 2 ans pour être accrédité. Donc avant l'appel d'offres, en fait, personne ne sait qu'il va le falloir. Au moment de l'appel d'offres, il y a ça, mais pour l'avoir, il faut 2 ans. Donc voilà, c'est un espèce de jeu de dupes, mais l'État est incompétent à se faire avoir. Et donc on a 3 exemples là que je vous ai donnés. L'Afrique du Sud, avec des personnes qui arrivent quelque part pour rendre un service, qui deviennent majoritaires et qui finalement prennent le pouvoir avec toutes les conséquences qu'on a vues, et la difficulté en fait de trouver un moyen de canaliser les choses. Alors, est-ce qu'il était possible ou souhaitable de faire 2 États? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique du Sud qui le pensent. Ils auraient pu faire un État avec des sociétés de services, la finance autour du Cap, la province du Cap, et tout le reste de l'Afrique du Sud avec les mines, l'or, le diamant, la ville de Johannesburg, les mers chaudes, qui auraient été peut-être un État noir, et donc il y aurait eu 2 États qui auraient été côte à côte et qui auraient pu très bien fonctionner ensemble. Très bien fonctionner ensemble. Ils ont essayé un autre système. Pour l'instant, ce système a beaucoup de mal à fonctionner parce qu'il y a un ressentiment qui est rené de générations qui n'ont pas connu l'apartheid. Il faut bien comprendre ça. C'est qu'en fait, c'est une haine, entre guillemets, un peu artificielle de gens qui n'ont pas connu l'apartheid, mais qui veulent juste s'approprier le bien d'autrui. Et qui trouvent les légitimités pour le faire, parce qu'il y a toujours ce parti ANC créé par Nelson Mandela. Le film Parasite, où des gens par l'astuce, le mensonge, etc., prennent le pouvoir dans une maison jusqu'à créer le chaos, et le côté des partenariats publics-privés, où l'État, en fait, a un rôle vis-à-vis des citoyens, et un jour, il a la faiblesse de penser que quelqu'un d'autre pourra gérer mieux ce rôle, laisse les gens le gérer, et finalement c'est une catastrophe pour l'État, donc pour les citoyens, et évidemment également pour les services rendus et la manière de rendre ces services. Je pense que tout le monde a remarqué ça dans sa vie courante, dans son expérience entre guillemets de bien des services publics et ou ex-services publics, et se dit mais comment est-ce possible? Mais c'est vrai à toutes les échelles, dans toutes les situations. C'est-à-dire que si des acteurs d'un côté ne sont pas honnêtes et se disent si l'État est trop con, si l'État signe ça, ben tant pis. Et je pourrais vous raconter des trucs, mais je préfère pas raconter parce que voilà, il y a des choses que je vais garder confidentielles pour un certain temps, mais qui se passent, qui sont monstrueuses. Et il y a de la corruption, il y a des mensonges, il y a
véritablement, c'est abominable. Et c'est à toutes les échelles. Donc ça, c'est ma première capsule. Et je répète, s'il vous plaît, aidez cette aventure. Il va y avoir un Tipeee, il va y avoir pour aider, il y a le Substack, il va y avoir tous les moyens parce qu'on a vraiment envie de pouvoir continuer à vous engager. On a vraiment envie d'avancer avec vous sur ce projet. Donc, je compte sur vous. Il y aura une deuxième capsule que j'enregistrerai plus tard ce soir ou demain matin, puisque aujourd'hui on est mardi dans le milieu de l'après-midi, et qui partira dans la capsule, dans la lettre du mercredi à 15h55. Donc, 2 lettres d'information chaque semaine, parfois plus, mais 2 lettres. Le mercredi à 15h55, dans lequel je parle de sujets qui vous permettent de discuter là, en contournant, entre guillemets, certains problèmes chauds de l'actualité et en prenant un peu de distance par rapport à eux, ou alors même en étant très factuel par rapport aux problèmes de l'actualité. Et le dimanche, des capsules plus longues, alors celle-là est plus longue qu'elle ne devrait l'être, des capsules plus longues et qui vous permettent, entre guillemets, d'acquérir un bagage comme si on était dans une école ou dans une université et vous acceptiez de m'avoir comme je sais pas, professeur ou appelons ça comme vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai beaucoup de plaisir à me dire que ça va devenir, entre guillemets, mon métier, un métier que je vais partager avec vous. Et j'espère que vous allez partager ou que vous allez me faire savoir par votre engagement financier, ou en tout cas par vos merci si vous n'avez pas la possibilité ou les moyens de vous engager financièrement, et ben d'encourager cette aventure, parce qu'on est plusieurs à avoir pris la décision de se lancer là-dedans avec cette approche qui, je l'espère, répond, et ça a l'air d'être le cas puisque vous êtes presque 4000 à vous être abonnés à la lettre Substack. Vous êtes nombreux à avoir décidé de prendre un abonnement payant. Alors c'est tout petit pour l'instant, mais je suis sûr que ça va grandir parce que vous allez encore après cette lettre et encore après les suivantes toujours être plus nombreux à vous dire j'ai vraiment un intérêt pour ça. Pas que pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, etc. C'est quelque chose qui est utile. Voilà, je vous remercie.